Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être levés si tôt un jour férié pour venir nous écouter. Je vais donc présenter nos intervenants du jour. Lisa Blumen, vous êtes diplômée de l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Vous avez déjà publié nombreux titres pour les jeunes lecteurs. Et vous avez publié dernièrement Avant l'oubli, qui est le prix de la révélation de la bande dessinée Quai des Bulles. Et Astranova, qui a eu du coup le prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction dystopiale de l'année dernière. Floriane Soulas, vous êtes autrice de différents romans. Avant ça, vous êtes aussi ingénieur et vous avez obtenu un doctorat en génie mécanique. Vous avez édité, on va citer Rouille, votre premier roman, Les Noces de la Renarde, et plus précisément, ce qui va un peu nous occuper aujourd'hui, Les Oubliés de Lama et Tonnerre après les ruines, notre dernier roman publié chez Agile. Alt 236, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Paris. Vous êtes vidéaste sur la chaîne YouTube éponyme depuis 2016, et vous êtes également auteur de 3 ouvrages sur donc Berserk à l'encre des ténèbres, Liminal et Nouveaux espaces de l'angoisse et Codex Metallum. Vous êtes aussi anciennement auteur pour Canard PC, vous avez co-réalisé une série Underscore et vous êtes musicien avec 2 albums. Oui, j'ai essayé de... Voilà. Et donc, Amaury Bungen, voilà, excusez-moi. Vous êtes un grand amateur de bande dessinée, ce qui vous avait permis de franchir le pas en 2018 et de participer au Grand Jeune Talent du Festival de BD de Lyon. Ensuite, vous avez présenté votre projet, influencé, on en parlera, par le manga Blême. Et vous avez du coup publié Le Rite, puis Vertigéo, votre dernière parution, avec Le Cherry au scénario, d'après une nouvelle d'Emmanuel Delporte. Nous allons donc parler des espaces clos, et avant de parler de littérature, de bande dessinée, de jeux vidéo, de films, de tout ce que cela provoque et de tout ce que dans l'imaginaire nous avons utilisé, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que cela provoque chez vous, la notion d'espace clos? Est-ce que ça vous provoque déjà des émotions? Lisa, allez-y. Moi personnellement, c'est toujours, j'ai ce côté un peu ambigu de être angoissée, comme beaucoup de gens des espaces clos, voilà, une espèce de claustrophobie, et en parallèle un truc un peu rassurant. Un espace clos, c'est aussi un espace protecteur où on se sent, où ça peut être chez soi, quand on ferme la porte à clé, on se sent bien. Voilà. Alors moi, je pense à Alien, et après je pense anthropophagie. Voilà. Parce que j'ai regardé trop de séries d'horreur où des gens finissent enfermés pendant très longtemps et finissent par se dire on va tous crever, qui en mange en premier? Et je trouve ça assez cool. Je l'ai fait d'ailleurs, d'en tenir après les ruines. Et ouais, moi j'aime l'idée d'espace clos parce que je trouve ça rassurant. Et parce que je trouve que c'est un bon vecteur pour pousser les gens à bout dans les histoires et créer des dynamiques qui sont intéressantes, parce que ça pousse à une absence de compromis et du coup ça révèle les choses un peu enfouies et cachées. Vu qu'on peut plus s'échapper, on est obligé de faire face à qui on est vraiment dans ces espaces-là, et du coup on mange des gens et c'est vachement bien. Moi, je serais un petit peu comme toi, dans un rapport ambivalent, dans le sens où effectivement, je suis un grand angoissé et l'espace clos ne manque pas de nous envoyer plein de signaux menaçants. Et en même temps, on a je pense, des pratiques assez solitaires qui demandent de rester dans la fameuse grotte, telle qu'on l'appelle dans le jargon. Et du coup, c'est aussi pour moi l'espace clos une invitation à explorer l'intérieur de soi, en tout cas quand on est seul. Et on le verra plus tard quand on est à plusieurs. Évidemment, là, c'est d'autres rapports de force bien plus complexes, mais en ce qui est moi-même, je sais que j'ai pas, c'est devenu un mode de vie. Enfin, je suis plus souvent tout seul dans mon bureau que avec des gens, et j'ai fini par y trouver une forme de paix. Mais dès l'instant où effectivement on l'emmène dans la fiction, là, c'est généralement un boulevard pour tout un tas d'horreurs qu'on va se faire un plaisir d'énumérer. En fait, je pense que en ce qui me concerne, c'est un petit peu angoissant, cet espace clos. Je suis quelqu'un qui aime bien la nature, donc c'est plus difficile d'être enfermé dans la nature. Pour moi, la question que ça pose, c'est la question du choix, en fait, parce que comme disait Alt, on a des pratiques un peu monastiques, hein. On est chez nous toute la journée, quasiment, toute la semaine, toute l'année. Mais on a le choix, c'est notre choix.
alors que le confinement, par exemple, pour le Covid, s'était imposé, et ça a été assez mal perçu, je pense, par l'ensemble de la population, parce qu'il n'y avait pas le choix d'être isolé, quoi. Mais je pense que c'est pareil pour les prisons, pour des choses comme ça. Les gens sont là, mais ils n'ont pas le choix. Quand c'est un choix, je pense que c'est plus acceptable, en fait. Il y a un côté retraite presque, se retirer du monde alors qu'effectivement dès que c'est subi. Et alors dans les espaces clos, on a déjà une première vision de taille. C'est-à-dire qu'on pense souvent à des petits espaces. Dans l'imaginaire, les espaces clos peuvent prendre des dimensions largement supérieures. Est-ce que pour vous, ça change le rapport déjà de l'espace, de savoir si en effet on est dans une seule pièce ou si on est, comme souvent dans la littérature de l'imaginaire, dans des cités entières, dans des civilisations entières qui vivent en espace clos? Je pense que la taille est importante, oui, en l'occurrence. En fait, si on pourrait aborder ça sous l'angle des relations humaines, je pense, par rapport à ça. Et je pense que le fait d'être enfermé, oui, de toute façon, ça va, comme disait Florian, ça va exacerber les rapports humains, en fait, qu'on soit 10 ou 10 millions, je pense. Donc, ça a une importance, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, mais je pense que c'est intéressant parce que tu parlais des... Alors on m'a dit que je disais toujours, c'est intéressant. Alors, je vais essayer de le dire moi, mais c'est quand même intéressant. Parce que tu dis, on peut avoir des espaces clos qui sont très grands. Mais moi j'ai l'impression que dans les œuvres que j'ai vues ou que j'ai lues, en fait, même quand les personnages sont enfermés dans un espace qui est relativement grand, genre une ville ou tu vois, la mât par exemple, en fait ils se rassemblent quand même dans des petits endroits. Donc même s'ils ont la possibilité de s'espacer, on va quand même avoir tendance à cet instinct un peu grégaire de se rassembler. Et du coup, en fait, est-ce que c'est choisi ou est-ce que c'est inné de se dire qu'il faut qu'on se rassemble dans des espaces clos? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là qui fait que forcément, même quand on a de l'espace, on va aller chercher l'espace clos du groupe. Et ça crée une dynamique dans la dynamique. Et par exemple, dans Les Oubliés d'Ama, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que donc on est sur une décharge qui flotte dans l'espace et qui est de fait relativement grande, mais tous les espaces ne sont pas disponibles à la vie ou vivables. Et du coup, les gens en fait sont cantonnés dans un certain nombre d'espaces. Et du coup, ils vivent un peu les uns sur les autres, alors que théoriquement, ils pourraient aller un peu partout, enfin, dans un espace beaucoup plus grand, mais ils le font pas, parce que le groupe, c'est aussi la vie et la survie. Et du coup, il faut être ensemble, même dans cet espace clos, il faut recréer cette communauté-là pour survivre. Et en plus, ils ont cette double épée de Damoclès sur la tête de se dire, mais en fait, on est dans l'espace. Donc, l'espace clos est à la fois menaçant, mais protecteur, comme tu pouvais dire. Où, en fait, on est prisonnier là, mais en même temps, c'est aussi le seul espace qui nous maintient en vie, parce que s'il y a une faille dans le système, on dépressurise, on est tous morts, quoi. Moi, je dirais quand même que c'est tout à fait, pour rebondir sur ta question précise, c'est tout à fait possible si même on enlève la présence humaine, admettons qu'on soit seul dans un espace. J'ai quand même pas mal de choses qui me viennent en tête. Je pense aux backrooms, par exemple, qui sont des espaces infinis, mais qui en même temps t'envoient une désolation, une solitude, même une forme de néant, en fait. Et donc, du coup, c'est tout à fait possible. Je pense aussi à Cube, qui joue sur le trope de façon assez intelligente, puisqu'on est dans un espace clos, mais qui se répète à l'infini, et où même quand il y a plusieurs moments dans le film, on arriver aux frontières, et on voit bien que c'est du vide. Enfin voilà, il y a plusieurs strates à qu'est-ce qu'un espace clos, et effectivement tu citais Doom un peu plus tôt. Est-ce que la base dans Doom, ça a beau être immense avec des centaines de salles, pourtant c'est un espace clos. Donc je pense que c'est aussi la nature du lieu, comment il fonctionne, quel est son but ou son absence de but, et effectivement le dernier delta, c'est est-ce qu'il y a des gens dedans. Mais il y a quand même pas mal de choses de la fiction où l'espace clos peut prendre je pense même au labyrinthe du Minotaure en soi. Enfin, on est quand même dans un espace virtuellement majoritairement clos, on va dire, même s'il existe toujours une sortie, une façon de voilà. Mais du coup, je dirais que c'est pas la taille qui va forcément conditionner sur ta perception d'asphyxie, de solitude, etc. Oui, je pense c'est à tout ce que vous venez de dire par rapport à mon premier livre Avant l'oubli, où en fait je me rends compte quand vous en parlez que l'espace clos dans mon livre c'est la Terre entière, parce qu'en fait les gens donc la Lune va s'écraser sur la Terre et donc ils voudraient vraiment partir et en fait c'est pas possible, donc ça devient aussi un espace clos par l'impossibilité de partir de cet espace immense. Ce serait peut-être une bonne façon de le définir finalement. L'espace clos, c'est celui dont on ne peut pas s'en aller, quelle que soit sa dimension finalement.
Et alors, je rebondis sur ce que tu disais sur la volonté de se regrouper ensemble, etc. À votre avis, est-ce que le premier espace clos, est-ce que les humains, c'est les grottes dans lesquelles on vivait? C'est à ça peut-être aussi que ça nous fait référence? Oui, certainement, oui. Je pense que comme ce que disait Florian est très juste, on a cette envie de se regrouper parce que c'est la sécurité du clan, du groupe. Mais je pense que l'être humain a aussi une envie par moment de s'en extraire du groupe et d'aller prendre l'air, sortir de la grotte pour le coup. Et si on n'a pas cette option, c'est là que ça devient compliqué à gérer, je pense. Et même l'acte de naissance, si on voulait pousser jusque-là, est assez en soi. On reste 9 mois dans un espace plus que clos, dont on n'a plus souvenir, mais qui en soi est assez terrifiant dès qu'on se penche dessus. Enfin voilà. Bref, du coup, peut-être qu'on a inscrit en nous, un rapport à la liberté, à l'enfermement, peut-être même biologique, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est. Ça y est. Et du coup, en effet, ce qui va changer radicalement, ça va être les rapports des gens aussi entre eux dans les espaces clos. Florian, dans Tonnerre après les ruines, il y a un dehors, il y a un dedans, et les sociétés évoluent complètement différemment en fonction de dehors et de dedans. Est-ce que du coup, tu as voulu faire vraiment le fait que l'espace clos implique le changement, ou c'est l'inverse, c'est parce qu'il y a eu changement qu'il y a eu espace clos? Du coup, c'est plutôt l'inverse. Du coup, dans Tonnerre après les ruines, le monde a été détruit. On ne sait pas pourquoi, ça nous intéresse pas. On est là, les gens sont là pour survivre, donc en fait, le pourquoi du comment pour eux, c'est vraiment une question très secondaire. Et il y a donc cette population qui survit tant bien que mal en communauté, du coup à l'extérieur, alors qu'en fait, du coup maintenant qu'il n'y a plus personne, l'espace est quasiment infini, et pourtant ils vont se regrouper dans des petites enclaves un peu survivalistes comme ils peuvent, quoi. Mais il reste une ville, Tonnerre, qui serait un peu le dernier bastion de cette ancienne humanité, qui a de la technologie, qui a encore l'électricité, qui a encore des médecins et qui essaye de soigner ces maladies-là. Sauf qu'en fait, personne ne rentre dans Tonnerre, parce qu'il faut être choisi pour pouvoir rentrer. En fait, il faut que votre code génétique soit suffisamment intéressant pour qu'on vous choisisse pour continuer à perpétuer l'humanité, pour en fait garder une humanité saine. Et donc, en fait, tu as tous ces gens qui se massent devant Tonnerre en espérant être choisis pour pouvoir survivre et que, en fait, on les soigne. Et en fait, très peu de gens sont choisis pour rentrer. Et donc, il y a vraiment les personnages viennent du dehors, ils ont connu que l'extérieur. Et quand ils arrivent dans Tonnerre, c'est un peu comme un autre monde, mais c'est aussi un monde qui est enfermé. C'est-à-dire quand même les gens de la ville ne veulent pas sortir parce que ils ont peur de tomber malades. Ils savent que en fait le monde dehors ne correspond pas au monde qu'ils ont connu et qu'ils ont essayé de recréer à l'intérieur. Donc ils ont choisi de s'enfermer dans cette espèce de bunker et de essayer de survivre là-dedans. Et c'est vrai que du coup ça a créé deux sociétés complètement différentes avec des attentes différentes. Et la rencontre de ces deux mondes-là, c'est un peu le clash parce que donc Féral, l'héroïne, quand elle arrive là, elle comprend pas. Elle dit mais que font ces gens? Qui sont-ils? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une plante? Qu'est-ce que plein de choses. Elle a jamais vu un lit. Elle comprend pas. Et en même temps, elle est très critique sur ce qui se passe dehors et elle se dit mais pourquoi les gens font des enfants? Parce qu'il y a rien. Est-ce que c'est pour? En fait, elle a dit mais si c'est pour vivre malade dehors ou vivre enfermé dedans, qu'est-ce qui est vraiment mieux de ces deux situations? Est-ce que l'espace clos est vraiment si bien? Est-ce qu'on est vraiment si heureux dans ce monde protégé? Alors que elle, qui voit l'extérieur, se dit mais la vie c'est ça, et le monde c'est ça, et c'est beau parce qu'elle a connu que ça, donc elle se rend pas compte que c'est pas normal. Et du coup, elle remet un peu en cause ce qui se passe dans le bunker et leur manière de vivre et comment ils ont choisi de faire société à l'intérieur de ce truc-là. Et aussi les lois qui régissent le fait qu'on peut rentrer ou pas dans la cité, si tu es utile ou pas. Et je trouvais que c'était intéressant d'interroger en fait quand. En fait, ça m'a fait penser à un film, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Les Philosophes. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents, ils ont 18 ans, et en gros, ils prennent des cours de philosophie, et c'est leur bac, en gros. Et leur examen de philosophie, c'est qu'on leur distribue de manière aléatoire un rôle. C'est la fin du monde. Ils ont tous un rôle. Donc, par exemple, vous êtes fermier, vous êtes architecte, vous êtes médecin, vous êtes psychologue, vous êtes gardien d'enfants. Et tout le monde a un rôle et un état. Genre, il y en a qui sont malades, il y en a qui savent qu'ils vont mourir dans 2 mois, il y en a qui savent qu'ils peuvent pas avoir d'enfants, il y en a qui savent que ils sont neuroatypiques, des choses comme ça. Et ils doivent choisir ensemble qui va rentrer dans le bunker, qui va les sauver. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ça, c'est une question qui est hyper intéressante. En fait, comment on choisit qui a le droit de rentrer et d'être sauvé.
Et c'est un peu la question de Tonnerre, en fait. Qui a le droit de rentrer dans cet espace clos qui symbolisait la vie pour ces gens-là, alors que peut-être c'est pas la vraie vie. Et du coup, toute la question des philosophes, c'est de dire, en fait, comment eux, en choisissant de dire ou pas quelle est leur faiblesse, ils vont réussir à se sauver ou trouver une manière ensemble de faire quelque chose de plus grand que juste sauver leur propre vie. Et ça, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante et qui est hyper facile d'aborder, en tout cas pertinente d'aborder avec des espaces clos. Parce que du coup, ça permet de dire, ok, maintenant on n'a pas le choix. Comment on choisit la valeur de la vie de quelqu'un? Et c'est ce que j'avais voulu faire dans Tonnerre. J'ai beaucoup parlé, désolé. Lisa, par contre, toi, justement, dans Astranova, c'est la possibilité de vivre. L'héroïne va être confrontée à peut-être, si elle accepte, la possibilité de vivre seule dans un espace clos pendant longtemps. Et du coup, on lui demande de réfléchir à ça, de replonger dans cette humanité. Et voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de montrer cet espace clos possible comme une solution ou pas? Oui, alors donc Nova, elle est astronaute et sa mission c'est de partir pour une autre planète, pour trouver une planète habitable. Et donc pendant cette mission, elle serait possiblement seule et donc enfermée dans sa navette. Et donc l'agence spatiale lui organise cette fête pour dire adieu à ses proches et aussi pour en fait c'est par obligation juridique pour pas avoir de procès que ils font cette fête là pour qu'elle soit pas au milieu de la navette et dise je veux rentrer et parce que ça serait impossible, tout retour est impossible. Et donc en fait j'ai pas forcément envisagé le moment dans la navette où elle serait enfermée, parce qu'elle le dit un peu dans l'histoire qu'elle a l'habitude de l'être et qu'en fait elle justement son confort c'est d'être dans un lieu clos et où elle est seule, parce qu'en fait elle veut pas vraiment vivre sa vie. Tu parlais de ça justement tout à l'heure, d'être dehors. Parfois, ça fait beaucoup plus peur que d'être à l'intérieur. Et donc finalement, c'est amusant parce qu'elle fait l'agence spatiale lui propose un espèce de nouveau lieu clos. Donc cette fête d'adieu qui se passe dans une espèce de villa d'un luxe absurde. Mais cette fois-ci avec des gens, et là l'expérience est totalement différente. Donc avec ses amis, en fait comme elle s'est préparée pour cette mission depuis des années, elle a plus d'amis, et donc les seules personnes qui lui ont trouvé c'est ses amis du lycée, avec qui elle avait une relation quand même très proche, mais qu'elle a coupé les ponts, et donc ils se retrouvent tous dans ce nouveau lieu clos qui est la villa, et à devoir passer un moment ensemble sans trop savoir quoi faire, quoi. Je me permets de rebondir parce que ça me fait penser, il y a Chloé Chevalier qui est sur le festival, et je vous invite fortement à aller voir son travail et ses conférences parce qu'elle est passionnante, qui a sorti une novella qui s'appelle Les Essaims. Et c'est l'histoire en fait de la Terre qui a essaimé des vaisseaux dans l'espace et qui en fait libère des humains sur des nouvelles planètes. Et en fait l'héroïne, dont j'ai oublié le prénom, fait ça. En fait, elle a été choisie parce que ils ont vu que dans son caractère et ses aptitudes, en fait, ce qu'elle aimait, elle, c'était être toute seule, et qu'elle n'était pas en fait à l'aise avec les gens, qu'elle était tout le temps silencieuse et un peu dans sa tête, et qu'en fait, elle était du coup calibrée pour vivre seule avec le vaisseau et la conscience du vaisseau, et que du coup, comme ils disent comme ils voyagent pendant très longtemps, donc il y a tout un problème d'espace-temps qu'elle appelle le temps voyage, qui fait que le temps se distord en fait, et que en fait elle vieillit pas. Et donc en fait elle est toujours en décalage avec tout le monde, et elle sera pas perturbée parce que déjà elle a pas de notion de temps, et que elle est heureuse d'être seule, et que c'est comme ça qu'elle se sent bien. Mais en fait ponctuellement elle doit retourner dans des mondes habités, et elle doit passer 48 heures dans des mondes habités, parce que sinon elle oublie qu'elle est humaine. Et il faut qu'en fait elle reconstruise sa conscience d'être humain et de souvenir. Et donc du coup, tu vois, et c'est intéressant parce qu'elle aussi, son confort, c'est l'espace clos du vaisseau. Mais de temps en temps, il faut quand même qu'elle ait ce shot d'être en contact avec des gens, même si elle trouve ça désagréable. Elle dit ah là là, ça me plaît pas du tout, mais je sais que c'est bien pour moi de faire ça. Et comme ça, après, je peux retourner à ma solitude enfermée et être tranquille et heureuse. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, et ça fait de synergie avec ce que tu racontes de la BD.
Moi, je trouve que vous avez, je me permets de rebondir, vous avez soulevé 2 tropes ou motifs qui sont assez constitutifs dans la science-fiction. C'est à la fois on est enfermé à cause d'un extérieur menaçant ou fantasmé, etc. Je pense à 10 Cloverfield Lane, où il y a aussi The Divide. Enfin, il y a beaucoup de films qui jouent comme ça sur un extérieur, et les gens qui restent où il y a aussi Fallout qu'on pourrait aussi. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent avec qu'est-ce qu'il y a véritablement dehors. Est-ce qu'on me ment? Il y a souvent des prises de pouvoir sur ceux qui savent, ceux qui ont le droit de sortir, ceux qui ont accès. Donc je trouve que c'est généralement en termes de scénario, de péripéties, quelque chose de très chouette, avec en plus la possibilité de faire une espèce de twist, de se rendre compte que dehors en fait c'est pas exactement comme on pensait. Donc je trouve que là c'était vraiment un truc assez fort qu'on retrouve souvent, mais il y a encore un truc peut-être encore plus grand qui est celui du voyage spatial, et par extension je dirais du vaisseau spatial, qui est pour moi l'espace clos presque maître en termes de science-fiction, et qui est hyper intéressant parce que il permet d'avoir une micro-société avec souvent des individus qui sont quand même à 2 doigts de la mort constamment. C'est-à-dire si le vaisseau se prend un météorite, enfin t'as 1000 façons de rencontrer de l'hostilité dans ce grand inconnu, qui est un peu le dernier qui survit en plus à notre connaissance parfaite. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est qu'en plus dans les films où généralement on va avoir des têtes brûlées, des personnages assez forts qui ont un passé un peu trouble, donc il y a toujours moyen en plus de se dire qu'est-ce que ça va donner une fois qu'ils seront enfermés ou face à une situation compliquée. Je pense notamment aussi à Alien 3 avec Ripley qui arrive dans une colonie pénitentiaire avec que des hommes qui sont tous complètement fous et dangereux, et puis en plus qui n'ont jamais vu de femme. Donc c'est hyper intéressant dans cette espèce de shaker de dire ok, j'ai un espace clos, ils sont à 2 doigts de la mort, ils vont vers l'inconnu. Et je pense aussi à quelques autres exemples. Il y a notamment Pandorum aussi, qui est un super film où il y a c'est le syndrome Pandorum, et il est décrit dans le film comme l'espèce de démence que tu développes dans l'espace avec la solitude, etc. Et la dernière que je vous inviterai à faire si vous en avez l'occasion, c'est un jeu vidéo qui est sorti très récemment qui s'appelle Mouse Washing. Donc ça veut dire bain de bouche. Alors vous voyez pas forcément le rapport, mais c'est absolument génial, et c'est un équipage qui est dans un vaisseau spatial qui se crache. Et donc il y a de la mousse expansive, c'est comme un airbag du coup qui remplit et bouge plein de pièces du vaisseau. Il se retrouve à 5 dedans. Le capitaine du vaisseau est complètement écorché, enfin il a des bandages, il est mourant dans l'infirmerie. Et puis du coup il y en a un qui va prendre le rôle de capitaine, mais qui est absolument exécrable, voilà. Et puis il y a celui qui est timide qui commence un peu à paniquer. Enfin il y a plein de rôles hyper intéressants, et ce qui est surtout très cool, c'est qu'ils se rendent compte au moment il y a une cargaison mystérieuse, donc ils se demandent qu'est-ce que c'est. Ils se rendent compte que c'est des centaines de kilos de bain de bouche, quoi. Et du coup ils se rendent compte que en plus ils vont être virés après la livraison, et du coup ils commencent à boire le bain de bouche, enfin ils picolent et tout, et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça c'est tout à fait les tropes du vaisseau spatial mais vu avec un prisme social, mais qui va un peu à l'encontre de tous les clichés, et en même temps est hyper fort, hyper drôle et très très sombre. Et je vous le conseille vivement, Mouse Washing, parce que ça vraiment se penche sur les relations. En plus il y a un jeu très intéressant dans la construction qui fait qu'on bouge dans le temps après le crash, avant le crash, et du coup il y a une espèce de construction comme ça qui nous révèle au fur et à mesure qu'on a les pans de l'histoire à quel point en fait ils sont dans un absurde. Et je trouvais ça génial de ramener de l'absurde dans quelque chose qu'il est de base, à savoir on part dans l'inconnu avec un vaisseau pour miner je sais pas quoi. Enfin en soi voilà, c'est déjà absurde en soi. Et je sais pas du coup, est-ce que tu as lu Tau Zéro de Poul Anderson? Ah bah alors il faut que tu le lises. En gros c'est un peu ça, c'est un vaisseau spatial qui part pour essaimer. Enfin, ils sont censés rejoindre une planète pour faire une nouvelle Terre, sauf qu'en cours de route, ils ont un accident. En fait, ils prennent des débris dans le moteur, et le moteur, du coup, est défaillant. Et en fait, ils peuvent pas s'arrêter. Donc, la solution, c'est qu'ils doivent continuer jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour réparer les moteurs. Et donc en fait, alors c'est hyper. Alors moi je trouve ça très cool, mais en fait Poul Anderson il met des formules dans ses romans, donc c'est hyper chouette. Et donc il vous met la formule en fait qui explique que plus vous allez vite, plus le temps, en fait la constante de temps elle est en dessous, et du coup ça veut dire que plus vous allez vite, plus le temps va lentement. Et donc dans le vaisseau, donc eux ils avancent, mais eux le temps va en fait ralentit par rapport à l'extérieur. Et du coup là ils se disent ok mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait ils deviennent tous fous, parce qu'ils disent mais en fait on va peut-être jamais s'arrêter. Du coup nous on était censés habiter là-bas, mais peut-être qu'on va crever sur le vaisseau. Donc en fait ils se mettent à baiser, à faire des enfants dans tous les sens, et là c'est le chaos total. Et en fait la question c'est comment tu fais pour que les gens ne deviennent pas fous, et que en fait ils s'auto-détruisent pas comme ça. Et en gros t'as un personnage qui dit ok moi je vais prendre le lead dans cette histoire, parce que le seul moyen qu'ils s'entretuent pas c'est qu'ils aient tous un ennemi commun, et ce sera moi leur ennemi commun. Donc je vais devenir le chef, et je vais devenir horrible, et en fait je vais être un tyran pour qu'en fait pour fédérer tout le monde, pour que leur seule préoccupation ce soit qu'ils me détestent, mais qu'ils soient tous ensemble dans cette détestation et qu'ils survivent jusqu'à ce qu'on trouve une solution.
Et du coup, c'est l'histoire de comment le vaisseau survit jusqu'à ce que, et potentiellement, ils trouvent un endroit ils arrivent à réparer et trouver un endroit. Et du coup, c'est l'histoire de ce gars-là et de comment il devient le monstre des autres dans cet espace clos pour les forcer à, pas faire n'importe quoi et pas s'autodétruire. Et c'est génial. Donc il le fait en conscience. Il choisit de prendre ce rôle. Il dit c'est la seule solution. Donc lui, c'est un ancien militaire, tu vois. Et il dit c'est la seule solution, le seul truc suffisamment fédérateur pour fédérer une communauté, c'est qu'ils aient le même ennemi commun. C'est la seule chose qui va faire que même s'ils se détestent entre eux, ils vont s'accorder ensemble pour survivre, tu vois. Et donc c'est comment il fait ça. Et c'est super. Ouais, c'est très bien écrit dans le sens où, j'imagine que quelqu'un qui prendrait le lead dans une situation comme ça, ce serait juste pour les avantages que ça procure, quoi. Mais que le mec anticipe que ça va fédérer tout. Je sais pas si t'as vu la série The 100. Ouais, et en fait, Octavia a fait ça aussi un peu. Dans la saison 3 ou 4, quand ils descendent dans ce bunker parce qu'il y a une autre apocalypse, en fait, elle leur dit maintenant, c'est moi qui décide, et elle devient une espèce de tyran horrible, et elle les force à manger de la chair humaine. Tu peux expliquer le pitch de The 100 The 100, c'est, en fait, la Terre a été détruite, et il y a une colonie qui est partie vivre dans une arche dans l'espace. Et en fait, régulièrement, quand les adolescents font des conneries, ils les enferment, et après, ils les envoient sur Terre pour vérifier si la Terre est vivable. Et là, donc, ils les envoient par pack de 100. Et là, en fait, ils en envoient 100 sur Terre, sauf qu'en fait, quand ils arrivent, c'est vivable. Ils arrivent à respirer, il y a des gens, en fait. Et du coup, ils sont là, livrés à eux-mêmes. Ils ont jamais connu la Terre, ils sont nés dans l'espace. Et du coup, ils essayent de survivre en espérant que les autres vont arriver et comment ça va se passer. Et donc, il leur arrive plein de choses. Et donc, on suit ces adolescents qui grandissent et qui évoluent. Et Octavia, en fait, dans l'espace, on fait un peu la politique de l'enfant unique, en fait. Parce que comme c'est un espace clos, on peut pas être des millions, donc on a droit qu'à un seul enfant. Et elle, c'est une enfant cachée. Et parce que c'est une enfant cachée, on la fout dans le pack de sang en disant ah c'est pas bien, alors qu'elle a rien demandé, elle était juste née quoi. Et elle pète un peu un câble en arrivant sur Terre, et notamment elle devient l'espèce de leader d'une partie de ces gamins qui survivent, et donc elle devient une espèce de tyran complètement fou. Parce qu'elle sait que c'est la seule solution pour les sauver. Et donc elle organise des combats, genre en fait quand il y a un conflit, ils doivent s'affronter à mort dans leur espace clos, et après ils se bouffent. Voilà. C'est incroyable. Dans la bande dessinée aussi, il y a beaucoup d'exemples. Moi, le premier qui me vient, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Transpersonnage, qui est pour le coup vraiment un espace clos en mouvement. Et c'est aussi le cas du vaisseau spatial, c'est que l'espace clos peut aussi lui-même être en mouvement. Est-ce que c'est quelque chose sur vos univers, sur vos visions que vous avez voulu utiliser, Florian dans le Oublié de Lama par exemple Lama il bouge pas. Oui, Lama il bouge pas. Lama il bouge pas. Non, par contre, moi je l'ai fait passer dans l'espace clos, un autre espace clos. Donc on passe de Lama à Jupiter. Il y a d'autres vaisseaux, pareil, d'autres vaisseaux assez grands, mais qui en fait sont des espaces clos parce que de toute façon, ce sont aussi des espaces de survie. Donc si on n'est pas dans le vaisseau, on est dehors, et si on est dehors, on est mort. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trouvé. En fait, j'ai pas fait vraiment du space opéra. C'est plus du planète opéra. On reste quand même autour de Jupiter et on se déplace pas trop. Donc je pense que je suis pas la plus pertinente sur cette question, mais c'est une question qu'il faudrait peut-être creuser dans d'autres histoires. Moi, mon premier album, Iron Mud, se passe dans un vaisseau spatial, mais qui est statique aussi, en fait, qui s'est formé comme un anneau autour de la Terre. En fait, il peut changer de forme, donc il a la taille de la Terre quasiment. Et c'est un huis clos, mais gigantesque pour le coup. Et on suit un personnage qui est coincé là depuis 50 ans, donc il n'a pas le choix, donc forcément, et qui essaye de retrouver les quelques amis qu'il s'est fait dans une période de sa vie et auxquels il n'a plus accès en fait. Il y a des portes qui se mettent systématiquement devant lui en fait, qui apparaissent. Donc il y a toujours cette notion de choix en fait. Lui, il n'a pas le choix d'être là. Par contre, il n'a pas le choix non plus de retrouver ses amis. Donc double punition, je dirais. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est toujours ces phénomènes de comment on devient l'enfoiré de service, comment on devient le saint, comment on devient celui qui se sacrifie. Et c'est vrai que le huis clos, que ce soit dans une cellule ou dans un cube ou dans un vaisseau gigantesque, c'est un peu toujours les mêmes ressorts en fait. Et c'est intéressant parce qu'on ne sait pas du tout. Je pense qu'on ne peut pas imaginer qui sera le salaud de service sur nous cinq. Si vraiment on était enfermés, qui va se dire bah tiens je vais prendre le lead et je pense que c'est vrai. Oui, elle a clairement énoncé les trucs. Ouais, c'est vrai. On avait un indice. Ça n'a pas pris en traître. Ouais, vous forcerez à vous battre pour vous manger après.
On se voit à la cantine. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, je pense, que ce soit en roman, en bande dessinée, en vidéo. Enfin, c'est. Non, mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce qu'au-delà même de la science-fiction, en pur terme de fiction, c'est-à-dire que, à moins d'écrire quelque chose de sacrément choral, t'as toujours tendance à quand même resserrer le propos, et du coup l'espace clos est génial parce qu'il va exacerber en fait les tensions qui dans la société pourraient être un peu plus diluées, parce que voilà, on reste chacun dans son coin. Là, tu te retrouves. Alors j'ai un exemple qui est pas forcément très SF, mais qui est très rigolo. Il y a une série de télé-réalité un peu débile qui s'appelle Naked and Afraid, donc ça veut dire tout nu et effrayé, et le principe c'est d'envoyer dans les endroits les plus hostiles du monde 2 personnes qui sont tout nus avec juste le choix d'un objet, et généralement ils prennent un chasseur et quelqu'un de vegan, enfin ils essaient de faire les trucs bien pour que ce soit vraiment pas cool, et du coup tu vois effectivement au bout de 2 heures ils s'insultent, ou enfin il y a sauf que du coup quand on écrit un peu mieux voilà des scénarios, des choses comme ça, je trouve que effectivement on l'a vu pendant le confinement, dès l'instant où l'enfermement est subi, il peut devenir obsédant, il peut faire ressortir des choses dont tu n'avais pas conscience, et puis en fait du coup dans des contextes d'enfermement, je pense à Abyss quand il y a un des militaires qui devient un peu fou, je pense à plein de tropes de films où il y a quelqu'un qui va et puis il y a aussi le principe de la folie, des hallucinations qui peuvent découler de cet enfermement, qui vont faire que ce qui va se produire dans ce lieu va être totalement surprenant, déroutant, et va faire ressortir des comportements, des valeurs, etc. Et donc le vaisseau spatial, c'est vraiment un des lieux où on a beaucoup vu ça, mais il y en a d'autres, et on peut très bien l'avoir avec une équipe qui va terraformer une planète. Il y a aussi un autre exemple que je voudrais citer pour lui rendre un petit peu justice, parce que j'avais réussi à me convaincre qu'il était pas top, mais c'est un film qui s'appelle Apollo 18. Alors il est pas incroyable, mais c'est 2 astronautes qui partent dans une mission non officielle pour la Lune, et qui pour le côté Dark Side of the Moon, et qui du coup vont faire une sortie. Ils voient qu'il y a déjà un Russe qui est là, mais ils l'ont pas dit non plus, mais il est plus dans sa capsule, et puis ils vont voir qu'effectivement il y a une espèce de, je vous dis pas quoi, mais il y a une présence, et il y a un des gars qui va être blessé, l'autre le ramène dans leur petite capsule, et ils comprennent très vite en appelant Houston que c'est pas prévu qu'ils reviennent, quoi. Et il y a un truc que je trouve vraiment formidable au-delà même du monstre et du côté extraterrestre et tout. Il y a un désespoir et quelque chose d'extrêmement terrifiant et ténébreux de se retrouver dans une petite boîte en métal dans le vide infini de l'espace, avec personne qui viendra te chercher, et du coup comment, en plus avec quelqu'un qui est en train de mourir. Enfin, il y a vraiment le film, je trouve, touche là-dessus à quand même un désespoir et un côté très très sombre dans ce genre de, si tu veux aller parler en termes de scénario, mais tu peux très vite toucher à des choses très très fortes, quoi. Je sais pas si tu veux réagir, Lisa. Sinon, je parle. Non, j'avais juste, ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rebondir un peu les rôles qu'on prend lorsqu'on est enfermé. Et en fait, je me disais, mais moi, par exemple, dans Astranova, ils sont enfermés, mais juste pour un temps donné. Et du coup, je me disais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans l'histoire du temps qui est vraiment en lien avec cette idée d'enfermement. Et donc moi, rien que dans une soirée, ils arrivent à prendre des rôles. Il y en a un, c'est celui qui lance la fête. Bon, c'est la drag queen, donc elle est aussi dans le milieu de la nuit et tout. Il y en a un, du coup, Nova, l'astronaute, c'est la gâche Noël de service qui a jamais envie d'être là et qui veut juste partir tout le temps. Et du coup, c'est intéressant comment en si peu de temps, exactement comme ce qu'on avait dit, les gens prennent des rôles, et c'est pas forcément, c'est lié à l'enfermement, mais en fait, rien que nous, quand on fait des soirées, parfois c'est aussi ça, les enfermements, c'est juste un temps donné où on sait qu'on va être un peu en dehors de notre vie habituelle, et du coup il n'y a pas forcément besoin d'être enfermé pour ressentir assez vite les effets de l'enfermement. Alors, c'est intéressant, mais du coup ce qu'on disait sur les rôles, et ça m'a fait penser qu'en fait je pensais ça en vous écoutant tous, et je me suis dit c'est intéressant parce que peut-être que l'enfermement, en fait, physique, ça ne fait que retraduire ce que je me dis, qui peut-être l'enfermement premier, c'est notre propre tête. C'est la première boîte originelle. En fait, t'es toujours tout seul dans ta tête, et c'est à la fois infini et très petit. Et des fois, tu te sens envahi par plein de pensées, et en même temps, tu peux imaginer des choses incroyables. Et je me dis, c'est hyper intéressant dans cette histoire de prendre des rôles, parce qu'en fait, l'enfermement va révéler vraiment la psyché des personnages et les fêlures. Et en fait, ce qui ne se serait pas dévoilé
dans un environnement social en fait contrôlé qui te permet de suivre des lignes et des guides de conduite qui sont préétablis et du coup sécuritaires, et ben une fois que tu lâches ce truc-là et que tu es tout seul dans ta tête, et ben en fait tu te retrouves confronté à des choix que tu n'aurais jamais dû faire, et ben ça vient révéler tout ce qu'il y a là-dedans qui en fait passe pas bien ou est anormal ou qui toi te gêne et tout, et ça révèle ces choses-là, et c'est ça qui est intéressant. Enfin, je trouve en tout cas d'un point de vue narratif, c'est de dire ok, maintenant que tu n'as plus ce carcan social qui te maintient dans le droit chemin, qui es-tu vraiment et qu'est-ce que tu vas faire? Manger des gens. Et j'en profite 2 secondes pour rebondir sur un peu un motif. Il y a quelques films, il y a Cube, donc elle est un petit peu dans ce sens-là, parce que assez vite les personnages, en essayant de comprendre ce qu'ils font là, arrivent pas vraiment à avoir de but. Et même dans Cube 0, où on voit des gens qui sont en dehors de Cube en train de lancer des expériences, eux-mêmes savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Enfin, il y a un truc un peu une espèce d'enfer administratif, de perte de sens. Mais il y a deux autres. Enfin, il y en a un autre qui s'appelle The Abandoned et qui est pareil un personnage qui se retrouve dans une pièce avec les murs complètement vides et qui se réduit petit à petit, et où il entend des voix et où la boîte a l'air de tourner dans tous les sens parce qu'il se fait vraiment projeter sur les murs. Et puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans la pièce d'à côté avec qui il arrive à communiquer. Et on se rend compte qu'en fait c'est un peu une espèce de test extraterrestre pour voir ce que les humains ont. Donc c'est ce truc d'enfermement qui directement révèle en fait ce que ta nature et aussi et on le voit dans le Cube aussi, c'est-à-dire que très vite en fait leur relation va être à base de trahison, de peur, d'angoisse, de mauvaises décisions, de violence en fait. Et c'est aussi ce révélateur malheureusement, ou alors peut-être qu'en fiction on a un trope de juste vouloir montrer les choses négatives, mais voilà, je trouve ça c'est intéressant. La boîte, l'enfermement est souvent une envie de secouer pour la personne qui crée, de dire qu'est-ce qui se passe si je les mets, si je leur retire ça, ou si je rajoute cette condition qui du coup les met en danger, etc. Mais des fois, il y a des choses bien. Par exemple, je pense à Alice in Borderland, qui est une série où en fait des jeunes se retrouvent dans un espèce de Tokyo parallèle, et pour sortir, il faut participer à des jeux. Sauf que c'est des jeux où en fait des gens meurent, et on a ces 3 copains qui sont super potes depuis toujours, et en fait ils se retrouvent tous les 3 donc dans ce Wonderland, et ils doivent participer à des jeux, et en fait chaque jeu en fait c'est une boîte. Ils peuvent pas sortir tant que le jeu n'est pas fini, et il faut régler le jeu. Sauf qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui meurt. Et il y en a un des 3 à un moment qui dit bah moi je me sacrifie pour vous les gars. Et je me dis bah ça dans la vraie vie personne n'aurait vu qu'il avait ça en lui, d'être en fait d'aimer tellement ses amis et de dire mais en fait vous allez survivre à ça, moi je vais pas y arriver, et en fait je fais que vous tirer en arrière et je suis un boulet, et en fait moi ce que je veux c'est que vous surviviez, et en fait il se sacrifie pour eux à un moment. Et il y en a un autre qui fait ça plus tard dans la saison 2, et je dis ben ça, si on n'est pas dans le cadre du temps très restreint du jeu, comme tu dis, où en fait on n'a pas besoin que ça dure très longtemps, et ça peut être un cadre qui n'est pas forcément physique, ça peut être le temps. Et ben voilà, ils ont ce temps très précis pour accomplir le jeu, et parfois les gens se révèlent alors d'être horribles, mais aussi parfois d'être prêts à se sacrifier pour l'autre et à faire quelque chose de beau aussi de manière purement désintéressée, alors qu'ils savent qu'ils vont mourir, que on va pas les sauver à la dernière minute, on va pas dire ah toi t'as été sympa du coup t'as le droit de survivre à ce jeu-là. Non, il va mourir et il meurt, et il le fait quand même. Et du coup il y en a quand même, tu vois, des exemples comme ça où vraiment ça peut être révélateur de trucs positifs, et la série est super positif, c'est quand même mourir. C'est des gens qui meurent, hein. C'est un peu Battle Royale plus quoi. Mais c'est une belle métaphore. Des belles valeurs. Et je voudrais rebondir justement sur le temps et l'enfermement. L'expérience qu'on a vécue en 2020 tous d'être enfermés, ce qui a posé le problème, c'était pas forcément pour beaucoup de gens, c'était pas le fait d'être enfermé, c'est de pas savoir hein, justement quand est-ce qu'on allait être libéré. Est-ce que justement ça joue vraiment quand on est dans un vaisseau spatial, on sait qu'on va arriver ou on sait qu'on va pas arriver. Voilà, est-ce que cette notion-là d'enfermement provisoire ou définitive va vraiment forcer les personnages, les gens à agir différemment? Oui. je pense, oui. Clairement, il y a un aspect. Oui, c'est très différent si on n'a pas le plan de vol, si on n'a pas la date d'arrivée. Alors après, c'est pour ça qu'on cryogénise les gens dans la science-fiction aussi, parce que ça peut prendre 2000 ans. Mais on leur dit, potentiellement, vous serez toujours au même état que quand vous êtes parti, donc on suspend le temps, en fait. Mais si on leur dit, on ne sait pas où vous envoie et on ne sait pas quand vous arrivez, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de volontaires, a priori.
Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est en train de délimiter qu'il y a en fait à un espace clos égal, il y a plusieurs facteurs qui, sur une espèce de graphique, qui vont pouvoir. Il y a le choix qui est ressorti, il y a la perspective d'une sortie ou pas, comme tu le dis, qui est évidemment peut tout changer. Le fait que ça fait ressortir, est-ce qu'on est seul ou pas, et ça va être deux approches très différentes. Voilà, c'était juste pour une remarque personnelle. Et donc, au-delà de la science-fiction, il y a vraiment aujourd'hui, on est dans une société qui nous pousse à l'enfermement, en fait, quelque part. Tout aujourd'hui est fait pour ne plus sortir. On a puisque tout est presque, on peut vivre chez soi avec son ordinateur. Est-ce que c'est une possibilité de l'humanité de se retrouver de plus en plus enfermé? Moi, j'ai l'impression que ça rebondit avec ce que tu disais aussi de. En fait, être enfermé, c'est un peu la solution de facilité. C'est un peu, c'est plus facile d'être sans les autres, de pas avoir besoin de gérer les autres. C'est plus facile de savoir exactement quelles sont les limites de ma boîte, qu'est-ce que j'ai le droit d'y faire, tout ça. Et donc, c'est vrai que la société nous pousse à de plus en plus rester chez nous, qu'on peut tout faire en ligne, on n'a plus vraiment besoin de sortir. Et du coup, en fait, ça devient un effort moral et mental de se dire non, je vais faire les choses. Et en fait, le problème dans tout ça, dans cette espèce de facilité de rester chez soi, c'est qu'en fait, on a un peu une perte de sens. On se rend plus compte comment sont faites les choses, comment, qui les a fabriquées, comment. Et donc je trouve que ça rejoint bien cette idée d'isolement, en fait, que finalement c'est plus facile d'être. Enfin, moi, c'est vraiment aussi le sujet d'Astranova. C'est plus facile d'être seul, mais c'est pas vivable, en fait. C'est plus facile de vivre seul parce que on est jamais emmerdé, et en plus on contrôle la situation. Mais en fait, c'est quand même, ça pousse indéniablement à finir par être malheureux, quoi. Ouais. Et je dirais qu'il y a aussi quand même des gens, pour modérer un peu, qui aussi souffrent énormément de la solitude et aimeraient sortir de la boîte, mais la subissent aussi, parce que là on parle quand même d'un enfermement un peu volontaire, entre guillemets, mais qui a effectivement une forme d'impasse, dans le sens où tu peux arriver à la même solitude. Mais je pense aussi aux gens qui sont enfermés malgré eux dans une boîte assez invisible, mais soit par des souffrances, des barrières mentales, ou par tout simplement un milieu qui favorise pas ça. Plein de gens qui sont dans des lieux pas très peuplés. Enfin voilà, il y a plein. Donc je balancerai aussi pour dire qu'il y a aussi l'extrême inverse, avec des gens qui n'arrivent pas à sortir de ça. Et juste, je dirais que quand tu parlais de ça tout à l'heure, on est certes. Ce qui change tout pour moi, c'est Internet, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte fermée, mais avec l'illusion, ou en tout cas l'invitation d'avoir l'infinité depuis ta boîte, quoi. Et ce qui change quand même aussi, ce qui nous trompe peut-être, mais ce qui change aussi un enfermement total, tu vois. Ça fait presque référence à la navette spatiale. C'est un peu un trope de la SF, ça. De l'ultra-connexion qui est en fait juste révélateur d'une solitude différente, quoi. Où tu as l'impression que tu vas te connecter à tout le monde. Et tu vois, ça me fait penser à Wall-E, le petit robot, là. Où en fait, ils sont dans ce monde où tout le monde est hyper connecté, et en fait, personne se parle, et ils marchent même plus, ils se déplacent plus. Et en fait, ça parle juste de qu'est-ce que c'est la relation à l'autre. Et enfin, moi, j'ai été sur des forums depuis que j'ai 15 ans, et la plupart de mes amis les plus proches, je les ai rencontrés sur Internet. Et on a passé très longtemps à se parler sans se rencontrer. Mais j'oublierai jamais le jour où je les ai vus pour la première fois, et où je peux dire, ouais, ces gens-là, c'est mes amis, tu vois. Et donc je pense qu'il y a, en fait, il y a cette histoire du lien aussi qui est importante, qui fait que tu peux avoir une vie numérique, ça reste une vie numérique, tu vois. Mais en même temps, il y a des gens pour qui, non, mais je pense qu'il y a des gens pour qui justement c'est la seule possibilité. Et c'est important aussi, tu vois, de dire que maintenant on est à une époque où cette vie numérique c'est aussi une partie de ton identité, de ta vie sociale, et c'est important, mais ça reste une boîte. Bien sûr, mais bon. Toutes les boîtes ne sont pas mal, toutes les boîtes ne sont pas mauvaises, mais du coup c'est intéressant de voir que on a aussi besoin, tu vois, même numériquement, on a recréé nos boîtes de vie, enfin aussi ailleurs toujours, quoi. Donc le lien est au centre de tout, quoi. Et nous, on va commencer un peu parce que je vais pas poser une autre question, sinon on est parti pour 10 minutes. Avant, j'en ai d'autres, mais est-ce qu'il y a des questions, des interventions dans la salle? N'hésitez pas. Alors que moi, je vois rien. Voilà, merci. Oh, c'est gentil. Voilà. Bonjour. Vous avez essentiellement parlé de la boîte en tant que plus ou moins imposée, avec des regroupements sociaux, etc. Et vous avez évoqué le Covid comme un carcan pour nombreuses personnes. Ça a aussi été un élément
quelque part salvateur pour certaines personnes. Pour certains, il y a l'ermite qui a choisi de s'isoler pour X ou Y raison, parfois parce qu'il est dangereux pour l'humanité. Je pense aussi à Solaria d'Asimov, où les gens ne peuvent plus se voir physiquement. Aux cavernes d'acier, où les gens sont totalement agoraphobes. Donc il y a une boîte salvatrice, il y a une solitude choisie des fois, non ? Je pense qu'ici, ils ont tous choisi d'être seuls pour travailler. moi, le Covid, ça a été une bénédiction. J'étais en plein burn-out créatif, je pouvais plus rien faire, j'étais tout le temps en déplacement, c'était hyper dur, j'écrivais plus. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on me donnait enfin l'opportunité de pouvoir être qui j'avais envie d'être tranquillement sans me juger. Parce que de toute façon, tout le monde était enfermé comme moi. Et c'était une période de ma vie où j'avais besoin de voir personne et d'être tranquille. Et d'ailleurs, j'ai écrit Les Oubliés de Lama pendant le Covid, donc c'est quand même révélateur. Mais oui, moi, je l'ai vécu vraiment comme... enfin, ça m'a sauvé quoi. Créativement, si j'avais pas eu le Covid, je pense que j'écrivais plus. Et donc je suis tout à fait d'accord qu'en fait il y a des gens qui préfèrent être seuls et c'est aussi pour ça qu'il faut vivre en harmonie, n'est-ce pas ? C'est le thème cette année. De trouver un moyen d'accepter les petites boîtes de chacun et de dire si ta boîte c'est d'être seul chez toi et que t'es heureux comme ça, fais ta vie seul chez toi. Et pour aller dans ton sens, il y a eu aussi cet effet de dès qu'on met les humains dans les boîtes, on voit que le monde va mieux autour. Enfin, il y avait, on a vu des animaux dans la rue, il y avait des baisses du taux de CO2. Enfin, il y a eu des choses un peu comme ça et qui forcément font un peu réfléchir. Il y a que nous qui avons souffert véritablement de ça au final, parce que le monde s'en est plutôt mieux porté. Ce qui nous pose à nous interroger aussi sur notre, enfin, ça nous a donné un recul en fait, et de faire pause en fait bizarrement. Alors ça c'est du point de vue luxueux des gens qu'on puisse, voilà, parce que beaucoup de gens, encore une fois, en ont souffert premier degré, même dans la santé et tout. Mais voilà, il y a quand même eu, si on sort de tous les drames qui est autour de ça, une réflexion sur un temps de pause assez étonnant. Aussi, ça a mis plein de gens face à leur à qu'est-ce que je suis vraiment, parce que finalement, quand je suis dans mon extérieur, j'ai tout plein d'interactions, de modèles qui font que quelque part, j'ai pas trop à m'interroger sur ce que je suis. Est-ce que je suis bien avec la personne avec qui je vis ? Est-ce que je pourrais vivre tous les jours avec mes enfants à H24 ? Non, plein de trucs. Non. Mais voilà. Et du coup, si, quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment une redistribution des cartes qui nous pousse à voir malgré nous les choses différemment. Et je dois dire que moi je suis assez fasciné par une question depuis l'enfance, c'est ce sera quand la SF quoi. Et du coup j'avais un peu fixé ça en mode bon, les voitures volantes ce serait comme un sacré truc et tout. Puis bon on attend toujours, mais le Covid, alors les IA malheureusement me donnent vraiment ce côté-là aujourd'hui. Là je sens qu'on touche à des trucs qui peuvent nous emmener là-dedans, mais le Covid a été un de ces moments un peu post-apo quoi. D'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais c'est quelque chose qui peut très bien se raccorder à une forme de science-fiction. Et je trouve que là il y avait quelque chose qui donnait à voir ce que nous sommes, nos interactions, le monde, enfin voilà les sujets qui deviennent importants d'un coup, cette envie de papier toilette alors qu'on vivait plutôt bien. Enfin il y a tout plein de trucs assez fous où tu dis waouh, on est ça nous ramène aussi bizarrement à une condition un peu d'animaux. Il y a eu des trucs un peu des gens, on t'empêche de sortir chez toi, faut un papier. Enfin, il y avait tout plein de trucs un peu, le mot entre guillemets, un peu dystopique dans le sens, waouh, je pensais pas qu'on vivrait ça un jour. Du coup, c'était quand même intéressant. Oui, bonjour. Merci pour vos multiples références. Je pense que ma liste elle est allongée de dingue. J'avais deux choses. Je vais faire vite. La première, c'est que l'espace clos, moi, ça me rappelle un film. Je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Buried. C'est l'histoire d'un gars qui est enfermé dans une caisse. Et ce que je trouve de dingue, c'est que à un moment donné, il arrive à prendre contact avec le CIA ou le FBI, je sais plus. Et mon cerveau avait gardé comme quoi il y avait une scène qui se passait dans le bureau du FBI. Et alors que pas du tout. Et je trouvais que l'imaginaire était hyper intéressant sur ce côté-là. Je l'ai revu quelques années plus tard et je me suis dit ah bah non, mon cerveau il a bugué et j'ai trouvé ça dingue. Et la deuxième, c'était une question que je voulais vous poser par rapport à l'écriture. Moi, l'espace clos, ça m'angoisse un peu. Je pense surtout, j'ai lu un livre qui s'appelle La maison dans laquelle, qui a un gros pavé et qui se passe dans un orphelinat du début jusqu'à la fin. Et je voulais surtout vous poser la question, est-ce que vous réfléchissez à comment contrer un peu cette angoisse que le lecteur peut rencontrer quand il lit un bouquin dans un espace clos, si ça vous est arrivé, et puis si oui, du coup, quels sont les procédés d'écriture que vous pouvez imaginer pour contrer un peu ce truc-là ? Est-ce qu'il faut le contrer ?
Moi, je veux bien rebondir sur la première question, sur l'imagination. Et moi, c'est vraiment dans Astranova. C'est drôle que tu m'aies parlé de la navette, parce qu'en fait, on la voit jamais, la navette. On sait qu'elle va partir, mais on la voit jamais. Et du coup, on imagine plein de choses de comment ça va se passer. Enfin, si on la voit un tout petit peu. Voilà, Bref. Mais c'est pas ça qui est important en fait. Ce qui est important, c'est l'imaginaire. Et en fait, c'est presque plus fort. Le moment où elle raconte concrètement ce qu'elle va faire dans sa mission, personne n'écoute vraiment quoi. En fait, parce que on se demande plus, en fait, qu'est-ce que ça implique plutôt que, enfin voilà. Donc moi, je trouve que l'espace clos et même de manière générale dans les histoires, l'à côté, ce qu'on montre pas, ce dont on parle pas, c'est presque plus fort parfois que l'histoire en elle-même. Bref, voilà. Moi, j'essaye de susciter l'angoisse et l'anxiogène. Donc, en fait, pendant les oubliés de Lama, c'est plus de montrer que on sait que si on sort, on va mourir. Et donc, en fait, les gens vivent avec cette peur-là constamment. Et en même temps, cette gratitude du fait qu'ils sont dans un endroit qui les protège. Et de montrer qu'en fait, alors la société qui se développe là, dans Lama, elle est un peu absurde, mais elle a ses règles. Et que du coup, en fait, elle a ses règles parce que l'espace est clos. Et que c'est la dimension d'espace clos qui crée la manière dont on va vivre, et que c'est un peu injuste parfois. Et c'est ça, en fait, il y a plusieurs personnages qui vont mourir de manière totalement injuste, presque gratuite, parce que cet univers-là, du fait de son enfermement, fait qu'on n'a pas le choix, et que c'est un monde un peu voilà, tu meurs ou enfin tu ou tu es tué, et en même temps, le groupe doit être soudé pour survivre. Et donc du coup, on a toujours ce sentiment de dire, en fait, voilà, tout le monde sait qu'il faut agir ensemble pour survivre, donc il faut se coordonner, mais en même temps, c'est un peu chacun pour soi, et du fait de cet enfermement, et du coup, c'est très anxiogène de vivre dans cet endroit-là, parce que on sait que à certaines périodes où le groupe a besoin d'être soudé, tout le monde va faire ce qu'il faut, mais en dehors de ces périodes-là, tout le monde va faire ce qu'il veut. Et donc du coup, il faut apprendre à vivre avec l'angoisse qui est générée par le fait de vivre dans cet endroit. Dans Tonnerre, c'est un peu plus différent. Là, je voulais vraiment montrer, en fait, il y a toute une histoire de dichotomie entre la croyance et la science, et de jusqu'où on est prêt à aller pour sauver les gens, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour sauver les gens. Et ça, c'est symbolisé par Tonnerre. Et du coup, de montrer, en fait, quand tu rentres dans... Alors, bon, je vous spoil un peu, mais du coup, quand tu rentres dans la ville, tu as vraiment cette immense de te dire, mon Dieu, mais par rapport à l'extérieur, c'est incroyable, il y a des arbres, il y a des fleurs. Personne n'a jamais eu de fleurs, en fait. Et c'est trop beau. Et après, tu découvres qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique de vivre ici. Et ce qu'on fait pour vivre ici. Et l'enfermement, qu'est-ce que l'enfermement implique. Et du coup, oui, au début, t'arrives, tout est beau et rose, et plus tu plonges dans les entrailles de la ville, plus ça devient sombre. Et du coup, effectivement, ça se resserre et... c'est de plus en plus anxiogène, et donc c'est fait exprès. Donc je pourrais pas te dire comment on fait pour que ça ne soit pas anxiogène, puisque tout est fait pour que tu te sentes très oppressé. Mais c'est intéressant quand même, je trouve que ça pose la question de est-ce qu'on est capable de faire de la SF qui soit pas anxiogène en fait. Lisez Les Essaims de Chloé Chevalier, ouais. C'est vachement bien. En littérature, sans doute que tu auras plus d'exemples, mais même du solarpunk ou des choses comme ça. Becky Chambers, Apprenti par bonheur, c'est super, et c'est pas du tout anxiogène, et pourtant ils sont enfermés à 4 dans un vaisseau. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a moins d'exemples que effectivement, de moments où ça part mal, quoi. Oui, il y en a une autre par là après. Bonjour, alors j'espère qu'on m'entend bien. Merci beaucoup pour vos réflexions. Moi, ça m'en a inspiré une autre, c'est que je pense l'espace clos en rapport à l'autorité. Donc ça rejoint beaucoup la question du choix, de la normalité. Et donc par exemple dans le transpersonnage, on ne questionne pas du tout l'enfermement si on est en bout de wagon ou en tête du train. Je pense à Silo par exemple aussi, alors que j'ai pas vu en entier, mais sur le fait qu'au bout d'un moment on se demande mais est-ce qu'on nous cache quelque chose? À qui ça sert d'être enfermé? Est-ce que finalement c'est juste un moyen de nous contrôler? Un peu Sévrance aussi, je trouve que c'est vraiment ça, qu'en fait on ne questionne pas du tout l'enfermement jusqu'à ce que quelqu'un arrive et fasse je suis pas tout à fait sûre que genre nos codes, notre manière de vivre soit normale et soit la bonne. Et du coup voilà, juste en piste de réflexion. Merci pour Sévrance. Regardez Sévrance si vous pouvez, une des plus grandes séries de ces... Enfin, en tout cas, si vous aimez le mystère et le fantastique. Et c'est hyper intéressant de citer ça parce que le pitch, c'est un employé de bureau qui travaille pour une entreprise assez mystérieuse. Et dès l'instant où il rentre dans l'ascenseur qui emmène dans la boîte, il oublie totalement sa vie civile
et se souvient de sa vie de bureau. Du coup, il y a une vraie severance donc entre sa vie et du coup, en plus la boîte dans laquelle il bosse, c'est très intéressant ce que tu dis sur l'autorité ou même le but, puisqu'en fait ils sont devant des ordis, ils doivent essayer de, je sais plus ce qu'ils font exactement, mais c'est un truc hyper abstrait, ils doivent sentir des chiffres et enfin tu comprends pas ce qu'ils foutent là. Même le lieu en lui-même est totalement aseptisé, donc il a l'air immense, mais effectivement tu sens, en plus il est très liminal, donc tu sens vraiment une espèce d'angoisse. Et puis les gens qui sont là sont tous un peu corporate, un peu heureux, alors que tu sens que il y a quelque chose qui va pas du tout. Et ce rapport entre vie professionnelle et vie, évidemment, il va y avoir une intrigue fascinante avec ce qu'on me retire de ma connaissance quand j'arrive ici et ce que j'oublie quand je repars chez moi. Et ce qui est une façon de contrôler les gens aussi. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on est enfermé et ça, c'est peut-être un des derniers paramètres qu'on pourrait rajouter. Qui nous a enfermés? Pourquoi? Est-ce que tout simplement il y a un sens? Et comment est-ce que nous, qui subissons quelque part ça, allons nous opposer, sortir ou accepter notre sort? Mais c'est trop cool d'avoir cité. C'est pour ça. Merci. Mais après aussi parce que Silo c'est super bien et les livres sont top, mais c'est que souvent en fait je pense que en SF, dans ces sociétés-là, en fait on part pas du point de création de la société, on part d'un point où les gens ont toujours vécu dans ce monde-là et donc pour eux c'est la norme. Et en fait ça demande un effort de remettre en cause la norme. En fait il y a toujours un élément déclencheur qui fait que tu vois quelque chose que tu ne devrais pas voir et là tu te dis qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit. Mais en fait quand t'as toujours fait comme ça, quand ça a toujours été comme ça, quand en fait c'est de l'éducation, si tes parents ont toujours fait ça, tes grands-parents ont toujours fait ça, que tous tes amis font ça, en fait t'as pas vraiment de raison de remettre en question le fait que tout le monde fait ça, jusqu'à ce qu'un jour effectivement tu te rendes compte que peut-être on ne te dit pas tout, mais effectivement souvent on a oublié aussi. Les gens perpétuent des traditions et on sait plus trop d'où ça vient, et c'est parce que en fait ils ont toujours vu les gens faire ça, et c'est vrai que remettre en question les traditions c'est hyper intéressant, mais ça demande du coup déjà d'avoir aperçu quelque chose qui serait pas normal, quoi. Mais oui, je pense que c'est un axe qui est important et qui est très utilisé en science-fiction, de remettre en cause l'autorité parce qu'on n'aime pas trop la droite. Il y avait une question par là, juste là-bas. Oui, bonjour, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour la conférence. J'espère que Madame Soulas me pardonnera la formule, mais c'est très intéressant. Tout est pardonné. Je voulais savoir, en espérant pas être hors sujet, si vous pouviez me parler un petit peu du moment où même l'immensité n'est pas suffisante, où les frontières de mon pays sont trop étroites, où ma planète est trop petite, et où par esprit de conquête, par ambition ou par envie de colonisation, de s'étendre, on lance une histoire par rapport à justement ce sentiment de huis clos dans l'immensité. Oui, je crois que c'est Alt qui en parlait, mais je crois qu'on est tous un peu enfermés dans notre tête, en fait, et que c'est c'est à la fois cette ambiguïté d'être enfermé dans un truc immense, sans limite, quoi. Donc, est-ce que c'est ça qui nous pousse à essayer de fuir cet isolement de notre propre cerveau? Je sais pas où vous êtes, mais non, c'est vrai, c'est intéressant. Oui, moi je rebondis aussi sur l'idée d'être enfermé dans sa tête, et en fait j'ai l'impression que c'est un peu vain cette idée de vouloir toujours sortir de sa boîte, parce qu'on sera juste enfermé dans une plus grande boîte, et ça sera toujours une boîte peut-être, et ouais, voilà, c'est ça. Donc ça rejoint aussi un peu je sais pas, les questionnements qu'on a sur la fiction aujourd'hui, de peut-être sortir de cette idée de conquête et de héros puissants qui veulent aller loin et explorer toujours en plus grand, et de puissance aussi, et que du coup en fait peut-être est-ce qu'on pourrait pas plutôt aménager notre boîte pour en faire quelque chose de bien? Alors c'est intéressant parce que je me faisais la réflexion hier en modérant une autre table ronde que en fait on a l'humain, en fait j'ai vu la table ronde sur la phylogénie des monstres, je sais pas si vous l'avez vue. Elle était top. Et il disait que depuis la naissance de l'humanité, depuis que l'humanité se regroupe dans des grottes pour se sentir en sécurité, l'humanité se raconte des histoires. Et donc en fait, peut-être que la plus grande boîte, c'est ça. Que en fait, on a ce désir, et ça, c'est la SF le fait. Hein. La SF elle est très militariste, elle est très conquérante. On l'a beaucoup fait. Il y a vraiment un âge d'or de ça où en fait, je pense que l'humain a ce besoin d'aller toujours plus loin, d'apprendre toujours plus et de chercher de nouveaux terrains d'exploration, parce qu'on a déjà quasiment. Alors, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas vu les océans, mais on a quand même vu tout ce qui était facilement accessible chez nous. Et en fait, on a envie
on a besoin, c'est un peu comme Oppenheimer, on a besoin de se prouver qu'on est capable de faire des choses. Ce qui n'est pas forcément toujours bon. Je pense pas que la science pour la science soit quelque chose de bien, et je fais des sciences. Mais je pense qu'il y a ce besoin qui est ancré dans l'humain. Mais je pense qu'effectivement, on pourrait trouver une boîte qui soit plus intéressante que d'aller polluer d'autres planètes ou d'autres endroits et d'aller imaginer qu'on va trouver une planète B, ce qui est impossible. On pourrait aller agrandir notre boîte intérieure et continuer de se raconter des histoires. Et en fait, je pense qu'on transpose notre désir d'exploration dans notre désir, en se racontant des histoires entre nous, quoi. Mais moi, je pense qu'Internet fait précisément ça et que c'est, moi, j'aime souvent appeler ça le 7e continent, en espérant qu'il y en ait que 6 dans la vraie vie. Mais du coup, il y a ce côté, on nous offre un truc infini, mais qui quelque part est virtuel. Du coup, n'a plus à nous pousser à. Alors ça, il y a ça consomme il y a plein de problèmes, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a une part de ça aussi, de créer. C'est quoi nous notre dernière aventure? On sait qu'on n'ira pas dans l'espace. On arrive un peu où il y a plus de terre à découvrir. Il y a toute une problématique comme ça qui fait que je pense que la virtualité est aussi une façon d'aller vers une espèce de mais aussi virtuelle, donc avec le fait qu'elle pourra être un spectacle infini dans lequel on pourra trouver tout ce qu'on veut, etc. Et puis on s'en prive pas. On voit bien que Internet donne naissance à plein de nouvelles pratiques et de nouveaux trucs, mais c'est peut-être un peu quelque part une façon de sortir de la boîte sans avoir puisqu'on sait qu'on pourra pas vraiment en sortir, donc autant vivre de l'illusion. Alors je sais qu'il y a encore d'autres questions, mais je suis désolé, on va devoir rendre les micros. Donc n'hésitez pas à venir parler après aux auteurs et aux autrices qui seront dans l'espace dédicace pour continuer la discussion de manière plus informelle. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci.